Merci Louis, chers confrères, chers consoeurs, chers parlementaires, merci à tous pour l'invitation. Et je suis ravi d'être ici dans ces magnifiques locaux. Alors le niveau de CO2 est trop bas pour que si je dise des bêtises, on puisse l'imputer à ça, mais par chance, la température est assez élevée. Donc on dira que si je raconte quelque chose une erreur, c'est à cause de la température. L'air dans les écoles, donc, ce sont des personnes, parfois en développement, on l'a dit, parfois des personnes qui sont à risque particulier parce qu'ils ont de l'asthme, du PCO, une mucoviscidose ou autre. Ça, ce sont des paramètres non modifiables qui sont exposés à des émissions, là aussi ça a été dit, intérieures, le mobilier, les produits, l'organisation du minage, et extérieurs, notamment les axes routiers. Ça, ce sont des paramètres qui sont modifiables partiellement, notamment en amont. Pour les axes routiers, c'est difficile de déplacer une école, évidemment, mais on peut ralentir la vitesse devant. Et ces personnes vont lutter avec la ventilation naturelle, l'aération et la ventilation mécanique. Elles vont pouvoir suivre ça avec un indice de confinement, et c'est le paramètre le plus facilement modifiable, avec un impact à la fois pour les enfants et également pour toute la société, comme nous allons le voir. Alors, on va spoiler beaucoup du coup, puisque ça a été décalé un peu vers le bas. Donc, un enfant en élémentaire inspire environ 6 000 litres d'air par jour. C'est un adulte, environ 12 000 litres d'air, les enfants un peu moins, puisqu'ils ont des poumons un peu plus petits. Et comme ils passent un quart du temps à l'école, on va supposer qu'ils inspirent à peu près 1500 litres par jour à l'école. Donc ça, c'est une école avec en orange donc une première classe et puis en violet une deuxième classe. Vous voyez, il y a des enfants bien sûr, et puis il y a des adultes aussi, le professeur, et puis derrière peut-être l'inspecteur d'académie. Et c'est pour ça que les enfants se tiennent bien tous la main par rang, parce qu'ils ont bien écouté les consignes de l'enseignant. En 2013-2017, 41% des écoles avaient au moins une classe à 1700 ppm de CO2 avec un objectif à 800, on l'a vu tout à l'heure. Il y a parfois dans ces écoles des fenêtres qui peuvent s'ouvrir ou ne pas s'ouvrir, comme ça a été dit. Et puis c'est variable aussi. Si vous êtes comme moi dans le Pas-de-Calais, il fait un peu plus froid qu'en Gironde et donc l'ouverture peut être moins fréquente, surtout à certaines périodes de l'année. Lorsque le niveau de CO2 est aussi élevé, 1700, on a ce qu'on appelle un sick building syndrome qui apparaît à partir de 1000 ppm, qui peut entraîner une irritation des voies aériennes supérieures, des céphalées, fatigue, baisse de concentration, également une altération des performances en lecture, en maths, en prise de décision, une augmentation des allergènes, on l'a vu tout à l'heure avec le docteur Guillaume Boulanger, 30 000 cas d'asthme évitables chez les 6-11 ans par la qualité de l'air intérieur à l'école, selon Santé publique France, et également une augmentation des absences, comme ça vient d'être rappelé, en sachant qu'une augmentation de 1000 ppm, c'est une augmentation d'à peu près 10 à 20% d'absence relative des élèves. Alors ça représente quelques jours par an, évidemment, les enfants ont rarement plus de 10 jours d'absence par an, et donc plus 10%, ça fait plus un jour, mais c'est quand même significatif quand on multiplie par 12 millions d'élèves en France, évidemment. L'école est un lieu de brassage quotidien. Alors, dans la cour, c'est pas trop le sujet qui nous occupe aujourd'hui, encore que, puisqu'on a parlé tout à l'heure des polluants extérieurs, mais on va difficilement pouvoir améliorer la qualité de l'air extérieur. Là, on parle surtout de la qualité de l'air intérieur dans ce colloque. Et donc le problème, c'est que les enfants sont exposés au sein de leur classe, mais également il y a des expositions interclasses qui peuvent se faire notamment au sein de la bibliothèque, de la médiathèque, au sein du réfectoire, à la cantine, où ils sont en contact avec d'autres adultes, au sein du gymnaste. Et puis, ces 12 millions d'élèves et 1 million d'adultes dans l'équipe éducative sont exposés les uns aux autres et peuvent se contaminer les uns les autres. Donc on a parlé des allergènes, etc., mais également donc, les infections respiratoires, et les enfants se contaminent à l'école. Ça a été dit et répété. On le sait, il y a eu des messages un peu faux pendant la première partie de la pandémie, on va dire, sur ça, mais tous les parents savent que les enfants se contaminent à l'école. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Pour lutter, il y a le distanciel, la fermeture des écoles. On sait évidemment que ce n'est pas forcément souhaitable. Et puis il y a des mesures actives. Le masque, ça fonctionne bien, c'est le plus efficace. Néanmoins, c'est une mesure active, c'est pas forcément le plus accepté. Et par contre, il y a des mesures passives, avec la ventilation mécanique qui est plus efficace évidemment que l'aération seule. C'est le plus accepté. Il n'y a pas aujourd'hui, alors j'ai fait un petit logo en bas, qu'un ami m'a fait, François, pour le citer, pour le collectif pour l'abandon de la qualité de l'air. Il n'existe pas encore. Peut-être qu'un jour, on aura des mouvements anti-qualité de l'air intérieur dans les écoles. Ce n'est pas le cas, profitons-en. Les infections touchent toute la société, les parents, la fratrie, que vous voyez représentée ici avec un adolescent en avant-dernière position, mais également les assistantes maternelles et puis les grands-parents qui viennent rechercher les enfants à l'école ou qui les accueillent le midi ou le soir après. Et toutes ces personnes vont retourner dans leur maison, dans leurs appartements.
et puis contaminer éventuellement d'autres personnes. Elles vont aller au travail, où elles vont être exposées à d'autres adultes, et puis dans des lieux périscolaires, artistiques, sportifs, dans des magasins. Et enfin, elles vont potentiellement aller dans des lieux de soins, cabinets médicaux, pharmacies, infirmeries, et puis les hôpitaux. Je vérifie pour le chronomètre. Et au terme de ces infections, donc quand il y a des enfants qui sont malades, eh bien évidemment, c'est rapidement toute la société qui peut devenir un peu plus rouge et un peu plus malade petit à petit. Comme vous le voyez sur cette magnifique diapositive, j'ai essayé de faire quelque chose de très pictural à l'image de cette salle. Je voulais quand même que ça s'intègre bien dans le décor. J'espère qu'un jour ce sera une des fresques ici, mais pas sûr. J'essaye de meubler parce que les présentations sont un peu longues entre deux. Donc il y a 50 000 médecins généralistes libéraux en France qui réalisent 5 000 actes par an. Les viroses représentent 13% des motifs de consultation, tout zonage, donc c'est-à-dire qu'on soit en ZIP, en ZAC, en ZAR, ça concerne tout le monde. Ça, ce sont les chiffres de 2009 sur l'Observatoire de la médecine générale par la Société française de médecine générale, qui n'existe plus. Enfin, la société, oui, mais plus l'Observatoire, pardon. Et on n'a pas d'autres chiffres plus récents. Mais depuis 2009, il y a le Covid-19 qui est apparu, qui s'est rajouté. Il n'a pas remplacé un autre virus, bien sûr. Il y a plus de population, plus fragile, plus âgée, et moins de médecins généralistes. 13% de motifs de consultation, ça fait un équivalent de 6 000 médecins généralistes sur les 50 000 qui sont occupés par an sur les viroses. Et si on diminue même de 10% de façon relative, ben on sauve l'activité de 600 médecins généralistes en France. Ce qui est énorme, hein, c'est un bon nombre. Pardon. Il y a deux leviers d'action pour améliorer l'accès aux soins. Un levier d'action qu'on pourrait dire adaptatif, voire palliatif, qui est d'accepter que les gens tombent malades et de diminuer quand même les consultations, c'est-à-dire supprimer ce qu'on va appeler les certificats absurdes. Et je vous renvoie vers certificat-absurde.fr porté par le Collège de la médecine générale. Donc supprimer les arrêts de travail courts, les certificats enfants malades, qui fait que quand les gens sont malades, ils viennent quand même consulter dans les premiers jours pour obtenir ces certificats, pour se mettre en normes administratives, alors qu'ils n'en ont pas spécialement besoin d'un point de vue purement médical, et ce qui participe d'ailleurs à la propagation des virus dans les lieux de soins. Ou alors, plutôt que cette version adaptative ou palliative, la version plus préventive, diminuer les infections respiratoires dans la société, et c'est ce pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. L'autre aspect sur lequel j'aimerais attirer l'attention, c'est qu'on a des bénéfices qui sont obtenus pour le ministère de la Santé et de l'Accès aux soins, on vient de le dire juste au-dessus, pour le ministère de l'Éducation nationale, puisque c'est améliorer la qualité de l'air dans les écoles, ça améliore les performances scolaires, et donc l'Éducation nationale est friand de ce genre de propos. Mais les dépenses sont, elles, portées par les mairies, les départements et les régions, pour les écoles primaires, collèges et lycées respectivement. Et finalement, ce sont deux enveloppes séparées entre les bénéfices et les dépenses, et on comprend qu'il y a une espèce de discordance qui peut être difficile politiquement à lever. Et je voudrais juste terminer sur un dernier petit point pour illustrer l'intérêt de la population pour des solutions, même temporaires, avec le budget participatif de ma ville, à 8 000. J'avais soumis l'idée qu'on améliore la qualité de l'air dans les écoles. Et puis là, pour le budget participatif, j'ai donc proposé le plan en haut à gauche, qui était une amélioration de l'air, en proposant à court terme des purificateurs d'air. D'autres personnes ont proposé du mobilier pour la convivialité sur le parvis de la confiserie, ou une table de ping-pong et une table de jeu d'échecs. Bon. Et ce qui est très amusant, c'est que, je termine là-dessus dès que la diapo passe, ce qui est très amusant, c'est que 100% des répondants ont choisi le purificateur d'air en premier choix, la table de ping-pong était en troisième choix, et le mobilier pour la convivialité en deuxième choix. Mais ce qui veut dire qu'en fait, les personnes et les familles des personnes qui ont proposé le mobilier et la table de ping-pong ont quand même préféré les purificateurs d'air. Donc il y a un vrai intérêt pour les purificateurs d'air, même pour les gens qui n'y ont pas évoqué en priorité. Voilà. Et donc je vous remercie à nouveau pour votre attention et pour l'invitation dans ces magnifiques locaux et avec ces magnifiques personnes.